François Rebsamen, tout de suite, je voudrais qu'on parle et avoir votre réaction sur ce tremblement de terre au Mexique. Il est énorme, le bilan est évolutif, on est à plus de 200 morts. Comment on peut manifester sa solidarité quand on est un homme politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer à ces gens-là qu'on est proche d'eux? Quand on est un responsable comme moi d'une grande collectivité, d'une métropole, on peut prendre une décision. Je le ferai lundi, enfin je le proposerai au conseil municipal qui me suivra, j'en suis sûr, décision de soutenir par un geste, de l'argent, l'envoi d'une équipe de secouristes. Il y a une équipe de secouristes, par exemple, de Secours sans frontières qui sont aujourd'hui actuellement en place à Saint-Martin. Donc, et on les subventionne, donc on peut aider, envoyer les dons, de l'argent, des équipes. Et je crois que souvent les équipes françaises sont assez reconnues. On peut jumeler sa ville avec une ville mexicaine pour rendre cette relation plus forte. Là, il s'agit essentiellement, si j'ai bien compris, de Mexico, l'une des plus grandes capitales au monde. Donc je pense que la solidarité va venir d'un peu partout. Alors, Emmanuel Macron a défendu à New York hier son accord sur le climat. Est-ce qu'il peut réussir à faire plier le président américain qu'on a vu raide sur le sujet, plus que raide même? Plier, je ne sais pas. Revenir à la raison, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que les collectivités américaines, que ce soit les États de l'Union, que ce soit les grandes villes, ne suivent pas du tout Trump dans leurs décisions. Et même maintenant, des grandes entreprises américaines vont prendre conscience et prennent conscience tous les jours. Il a une parole symbolique extrêmement forte. Il est président des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, mais je pense qu'il faut continuer de faire pression sur lui à l'intérieur des États-Unis avec les États de l'Union, avec des grandes villes, le maire de New York, San Francisco. Ils savent très bien les risques qu'ils encourent aujourd'hui. On l'a vu avec les ouragans qui s'abattent sur la Floride, etc. Donc je pense que ça va les rattraper. Donc ils vont en prendre conscience et j'espère que lui surtout va en prendre conscience. François Rebsamen, l'autre actualité, elle est au Parti Socialiste. Le PS a acté hier soir le principe de la vente de son siège historique rue de Solferino. Est-ce que c'est le symbole de la fin du PS? De la fin du PS? Non. Le PS est encore bien vivant par ses élus sur le territoire. Ils sont très nombreux. Je préside la Fédération des élus socialistes. Il y a plus de 20 000 élus socialistes. Donc voilà, dans ce qui est sûr, c'est qu'il faut aujourd'hui adapter notre train de vie, le train de vie du parti, à ses résultats nationaux. Et ceux-là ne sont pas fameux. Et donc, c'est une décision de principe qui a été prise hier. Mais il n'est pas question, je le dis un peu durement, je suis comme ça, pas question que ce soit le bureau national du Parti socialiste qui arrête la vente de Solferino. Ça ne peut être qu'un conseil national, voire un vote militant. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas favorable, vous? Je veux voir quelles sont les conditions qui président à cette vente. Le Parti socialiste va voir ses dotations fortement amputées. Et donc il va falloir vivre, je le dis comme ça, au lieu de vivre avec 25 millions d'euros de dotation, on va vivre avec 8 millions d'euros de dotation. Donc il va falloir s'adapter, c'est évident. Est-ce que c'est uniquement un problème financier ou est-ce que c'est aussi le moyen, peut-être symbolique, de tourner la page du Parti socialiste actuel? J'espère que ce n'est pas le moyen de tourner la page du Parti socialiste. Il a une grande histoire, il a connu des grandes défaites, il a des grands moments difficiles, des scissions. C'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, il est confronté à une grande défaite, lourde défaite nationale. Le mode de scrutin impacte énormément le Parti socialiste au niveau de l'Assemblée nationale. C'est surtout le Parti socialiste aujourd'hui, mais ça aurait pu être les Républicains. Donc on voit bien que les grands partis aujourd'hui sont dépendants de l'élection présidentielle. Donc il devrait y avoir une réflexion, j'ouvre un peu le débat, institutionnelle sur, à quoi sert l'Assemblée nationale, vu qu'elle est élue dans la foulée d'une élection présidentielle. Maintenant, elle amplifie le résultat de la présidentielle. Donc avec 24% des voix au premier tour, vous pouvez avoir plus de 300 députés. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas là. Pascal Jalabert. Le Parti socialiste, comme vous le disiez, il n'y a plus beaucoup d'élus au niveau national, mais il y a plusieurs voix différentes. C'est-à-dire que l'opinion ne voit plus quelle est la parole des socialistes. Benoît Hamon, qui était le candidat... Il n'est plus au Parti socialiste. Oui, mais justement, est-ce qu'il doit partir? Est-ce que ceux qui le soutiennent doivent-ils partir? Et est-ce qu'il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord sur une voie, une ligne? Mais il va y avoir, vous avez raison, l'analyse que vous faites est tout à fait juste. Il va y avoir une voie, une ligne, un congrès, l'élection d'un premier secrétaire. Et donc c'est indispensable que le Parti socialiste s'incarne dans une personne, pas uniquement, dans une personne et une équipe, on va dire. Donc il faut refaire
une fiche d'identité du Parti socialiste, carte d'identité. Il faut élaborer une nouvelle stratégie, réfléchir à ce qui n'a pas été fait, analyser pourquoi on en est arrivé là. Il faut faire tout ce travail. Donc, les 3 mois qui viennent vont être un travail de réflexion, d'ouverture, d'audition à la société civile, comme on dit. Donc, je crois que tous les militants, toutes les sections vont être invités à auditionner, à entendre dans leur territoire ce qu'ont à dire les organisations syndicales, les corps intermédiaires, que je crois le président de la République n'aime pas beaucoup et que nous nous apprécions au titre du dialogue social. Et puis ensuite, en février, il faut un congrès. Même il vient tard, le congrès, je trouve, hein, parce que... Et justement, sur la loi travail, certains manifestent au Parti socialiste, d'autres non. Vous manifestez ? Non, moi je manifeste pas. Moi je regarde les choses, j'essaie de les analyser. Je vois un volet de la loi travail qui s'appelle la souplesse des entreprises, des petites entreprises. Je trouve que c'est très bien. Et puis, je vois ce qui manque dans la loi travail. L'autre volet, c'est la sécurisation renforcée des salariés. Et là, je note un manque fort. Donc, mon jugement, il est, je crois, assez équilibré. Il y a des mesures qui sont dans la loi travail qui ne sont pas, pour moi, acceptables. Je les aurais refusées. Et je peux même vous dire que certains qui avaient essayé de me les présenter se sont vus rejeter ces propositions-là. Vous avez vous-même, François Rebsamen, en 2015, donné votre nom à une loi sur le dialogue social. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la réforme Macron, c'est la loi Rebsamen puissance 10 ? Non, c'est la loi Rebsamen amputée d'un élément essentiel dans le domaine du travail, à savoir le dialogue social. Et donc, non pas le dialogue entre ce qui s'est passé. Madame Pénicaud a bien consulté les organisations syndicales. Il y a eu énormément d'heures qui ont permis cet échange. Mais le dialogue social, c'est pas uniquement au niveau national. Ça se passe concrètement dans les branches, ça se passe concrètement dans les entreprises. Et là, j'ai des craintes, je ne le cache pas, sur la suite. Parce que je pense que la balance, elle penche en faveur du... je ne veux pas trouver d'expression trop dure, je dis pas moi, du patronat ou des choses comme ça. Mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup pour la souplesse et rien pour les salariés. Et ça peut créer de l'embauche parce que Mme Pénicaud nous explique que ça va aider les entreprises à recruter, à lever certains freins. Vous y croyez ? Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui crée vraiment de l'embauche, c'est la croissance. Et donc elle est là. Donc on analysera. Est-ce que les emplois qui sont créés, puisqu'on a battu les records de création d'emplois dans ce pays l'année dernière, on le sait jusqu'au 2e trimestre. Au moins, on sait que ce n'est pas dû à Emmanuel Macron ni à Muriel Pénicaud. 300 000 emplois créés et jusque fin juin de l'année dernière. Donc c'était bien les mesures qu'avait prises François Hollande. La croissance qui est là. Alors, est-ce que ça va continuer ? Moi, ce que je souhaite, c'est surtout que les mesures, et celles qui concernent les collectivités locales, elles ne cassent pas cette croissance. Attention, c'est fragile, personne n'y croyait. Les recettes fiscales, donc baisse de la taxe d'habitation, baisse des cotisations, hausse de la CSG. Pour vous, c'est une bonne politique fiscale ? Une bonne politique fiscale serait une politique fiscale où le cap aurait été fixé. Or, je ne sais pas quel est le cap. Aujourd'hui, on est dans... Et d'ailleurs, je parle aussi au nom des collectivités locales, la mienne et puis toutes celles que je rencontre et les élus que je rencontre, responsables d'associations d'élus. Et on fait tous le même constat. Un jour, une annonce, le lendemain, le contraire. Où on va, c'est ça qu'on veut savoir. Après, on peut s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a un manque de lisibilité, un manque de stabilité pour les élus locaux. Prenons l'exemple du logement. Franchement, tous les jours, il y a une annonce différente. Moi, l'office HLM dans ma ville, il m'a appelé en faisant des calculs, en me disant on va perdre 600 millions d'euros, on ne pourra plus construire, etc. Donc, je leur dis attendez, c'est moi qui dis attendez de savoir. Mais dans le domaine du logement, par exemple, il faut faire très attention. Toutes les mesures annoncées, qui ne se mettront peut-être pas en œuvre, qu'on ne mettra peut-être pas en œuvre, elles peuvent susciter des comportements différents, soit des organisations HLM, soit des consommateurs. Alors justement, François Rebsamen, on va parler de ces élus locaux. Vous êtes président de la Fédération nationale des élus socialistes. Et il en reste beaucoup. Dans quelques minutes va s'ouvrir la conférence des villes, qui est le rassemblement de France urbaine, qui regroupe donc les grandes villes et les métropoles. Édouard Philippe va prononcer le discours d'ouverture. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Je l'ai rencontré
il y a une dizaine de jours, il est venu à Dijon, on a eu l'occasion d'échanger. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour 2018. J'en ai pris acte. Et qu'il y aurait des contrats qui seraient passés avec les 319 plus grandes collectivités françaises. J'ai peur que l'État n'ait pas les moyens, je veux dire, en personnel pour négocier avec 319 grandes collectivités. Ce que j'attends surtout, c'est qu'il nous donne un cap, une lisibilité, et que les engagements qu'il prendra soient tenus. Je me rappelle trop la conférence des territoires où le président de la République est venu nous dire voilà ce qui va se passer. Et 6 jours plus tard, un décret, certains diraient un décret assassin, mais je ne vais pas jusque-là, un décret a été pris qui annulait 300 millions d'euros de crédits d'investissement, notamment dans le domaine de la politique de la ville. Est-ce qu'il faut revenir sur... Est-ce que vous demandez à Édouard Philippe d'annuler ce décret et de revenir sur cette baisse des crédits de 300 millions ? Vous savez, c'est difficile. Je ne vais pas lui demander de manger son chapeau. Hein. Je regrette ce qui a été fait. Oui, j'ai envoyé une adresse avec les élus socialistes au président de la République en disant... On ne peut pas travailler en confiance si, quand vous nous annoncez 10 milliards d'euros d'économie, le jour où vous venez, vous nous dites 13 milliards. Vous nous dites qu'il n'y aura pas de baisse des dotations. 6 jours après, il y a une baisse de dotation. Vous supprimez du jour au lendemain, sans prévenir personne, 150 000 emplois aidés, ce qui met en grande difficulté notamment les petites communes, les associations. Vous rejoignez Gérard Larcher. Pour vous, le lien de confiance entre les élus locaux et l'État Moi, j'ai parlé d'un pacte de défiance. Oui, j'ai dit on n'est plus dans un pacte de confiance. Vous ne décidez plus de rien, au fond, puisqu'on vous prive d'une partie taxe d'habitation, vous enlève les contrats aidés. Bon, on ne sait pas encore tout. Qu'est-ce qui vous reste aux collectivités au fond, vous décidez plus de rien. On attend de voir le budget. Gérard Collomb a obtenu 6,8% d'augmentation de son budget. Qu'est-ce que vous lui demandez? Parce que la sécurité, ça vous concerne, vous, maire des grandes villes en particulier. J'ai vu les annonces de Gérard Collomb. Si cela est confirmé dans le budget, je pense que les annonces de Gérard Collomb vont dans le bon sens. Rétablissement, dit-il, de la police du quotidien. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne mesure. Je regrette, je vais vous dire les choses clairement, je regrette que Manuel Valls n'ait pas fait quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Donc, s'il peut remettre une police du quotidien, avec des moyens, bien évidemment, s'il peut, il dit, forfaitiser les amendes de police. Moi, j'avais parlé de contraventionnalisation, notamment de l'usage du cannabis. Ça avait fait monter au plafond tout le monde. C'est ce qui va se passer. Donc, remettre les policiers sur le terrain, je pense que c'est une bonne chose. On va quand même dire un petit mot des sénatoriales. Qui auront lieu, il y a beaucoup de sujets ce matin. Il y a énormément de sujets qui auront lieu dimanche. Vous connaissez bien le Sénat, vous y avez siégé. Est-ce que ces élections s'annoncent comme un revers électoral pour Emmanuel Macron ? Ça dépend où on met la barre. À cet égard, j'avais remarqué que François Patria, qui est, si j'ai bien compris, ici, le bras armé d'Emmanuel président Macron, du groupe La République En Marche au Sénat. Président du groupe La République En Marche. Il avait commencé que vous connaissez bien, parce qu'il était le président de la République. Puis il est de mon département. Je connais bien François Patria. Je l'appelle Fanfan, je le connais bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il avait commencé à dire 80, puis 70, puis 60, puis 50, puis 40. Voilà, il y a un enjeu pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement, c'est d'avoir une majorité des 3/5 Assemblée plus Sénat. Moi, ce que j'entends, peut-être je ne fais pas de prévision électorale, mais ce que j'entends sur le terrain, c'est les maires sont vraiment très inquiets. Donc, je ne suis pas persuadé qu'ils fassent le lit des candidats d'Emmanuel Macron. Une dernière question, Pascal Jalbert, très vite. Juste, vous avez été président du groupe ici au Sénat, François. Mais quand on était majoritaire, c'était plus agréable. C'est vrai. Alors, Didier Guillaume a une position moins agréable, vous me direz. C'est vrai, mais un débat traverse le groupe sur la ligne à adopter opposition à Emmanuel Macron, ou plutôt une ligne constructive. Est-ce que le groupe socialiste que vous connaissez bien pourra rester uni après ces sénatoriales? Oui, je le pense. J'en suis même persuadé. La ligne qu'avait donnée Didier Guillaume, c'est la bonne ligne pour le groupe. Il faut être dans une opposition intelligente. C'est-à-dire que quand il y a des mesures qui portent atteinte à ce à quoi on croit, il faut les dénoncer, mais il y a des bonnes mesures. Je viens de le dire par exemple pour Gérard Collomb, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a des bonnes mesures. On n'est pas des manichéens. Enfin, moi, je n'ai pas cette conception-là de la vie publique. Oui, l'opinion a du mal à comprendre le rôle du Sénat, puisque l'Assemblée a toujours le dernier mot. Alors, faut-il redéfinir ce rôle? Avec Gérard Collomb, quand j'étais président du groupe, j'avais lancé un débat pour dire pourquoi le Sénat ne deviendrait pas le Bundesrat, sorte de Bundesrat,
vrai représentant. Chambre des territoires. Oui, Chambre des territoires, merci de la traduction. Chambre des territoires, Chambre des collectivités locales, où toutes les collectivités locales seraient représentées par les élus eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, à la limite, d'élire des sénateurs. Je veux dire ce que je pense. Le maire de Dijon, quel qu'il soit, siégerait si, membre d'office. Dans les grandes villes de France, on décidait que la ville de Dijon soit représentée. Merci d'avoir été notre invité.